J'ai jeté un coup d'œil aux membres de la famille qu'elle avait emmenés pour me faire honte, puis j'ai répondu, si ça vous tient tant à cœur, l'un de vous peut lui donner sa maison. La mienne n'est pas disponible. Si vous m'aviez demandé il y a un an qui me détestait le plus dans ma famille, je n'aurais pas hésité une seule seconde. C'était Vanessa, ma demi-sœur. Elle a maintenant 31 ans, juste un an de plus que moi. Et pendant plus de 2 décennies, elle s'était donnée pour mission personnelle de me rappeler que je n'étais pas son vrai frère. L'ironie, c'est qu'elle n'a commencé à m'appeler « famille » que lorsqu'elle a voulu ma maison. Quand ma mère a épousé mon beau-père, Richard, j'avais 8 ans. J'étais vraiment ravi, je rêvais d'avoir un père et une grande sœur, surtout que mon père biologique était décédé quand j'avais 3 ans. Je pensais que ma vie allait enfin s'améliorer. Mais ce que j'ai eu était complètement différent. Le jour de leur mariage, je me suis approché de Vanessa avec un petit bracelet d'amitié, quelque chose pour lequel j'avais économisé l'argent de mon anniversaire, pensant que ce serait notre lien. Elle l'a regardé pendant 2 secondes, me l'a rendu, et a dit sèchement, « Je ne suis pas ta sœur. Ne m'appelle pas comme ça. » Je me vois encore, debout dans mon petit costume, pendant que les adultes riaient maladroitement, pensant qu'elle était juste timide. Elle n'était pas timide. Elle pensait chaque mot. À partir de ce jour, elle s'est assurée que je sache exactement quelle était ma place. Si quelqu'un à l'école nous appelait frères et sœurs, elle les corrigeait immédiatement. Si des proches nous présentaient, elle les interrompait pour expliquer que nous n'avions aucun lien de parenté. Chaque fois que des amis venaient à la maison, elle disait que j'étais juste le fils de la femme de son père. Jamais, pas une seule fois, elle ne m'a présenté comme son frère. Enfant, j'ai continué d'essayer. Je lui demandais de jouer, de faire du vélo. Elle disait toujours non ou partait sans moi. J'ai même essayé de l'inclure quand mes amis venaient, espérant qu'elle se détendrait. Au lieu de ça, elle inventait des histoires embarrassantes sur moi juste pour les faire rire. Comme la fois où elle a raconté à la moitié de ma classe de CM2 que j'avais pleuré parce que j'avais perdu un concours d'orthographe. Un concours auquel je n'ai même jamais participé. Ou que je faisais pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans. Des mensonges complets. Mais elle savait que les gens vérifiaient rarement. Richard, mon beau-père, lui disait parfois d'être gentil avec son frère, et elle rétorquait immédiatement, « Ce n'est pas mon frère. » Richard soupirait, lui disait d'arrêter de se disputer, et c'était tout. Aucune conséquence. Ma mère disait toujours que Vanessa s'adaptait au divorce et qu'il fallait de la patience. Apparemment, l'adaptation dure plus de 2 décennies. La situation n'a fait qu'empirer à la naissance de ma demi-sœur cadette, Emma. Vanessa adorait Emma, la considérant comme sa vraie sœur parce qu'elle partageait le même père. Elle disait constamment à Emma qu'elle avait une vraie sœur et un faux frère. Emma était trop jeune pour comprendre, mais à force d'entendre ça, elle a fini par demander pourquoi Vanessa me détestait. Pourtant, personne n'a vraiment abordé le sujet. Tout le monde voulait juste la paix. J'ai vite appris que dans notre maison, garder Vanessa heureuse était plus important que de la tenir pour responsable. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Au lycée, nous nous parlions à peine, sauf si c'était absolument nécessaire. Pendant qu'elle sortait faire la fête, je travaillais tous les week-ends dans une quincaillerie, mettant de côté chaque paix. Je voulais partir. Je voulais ma propre vie. Vanessa se moquait de moi quand je faisais des heures supplémentaires, disant que je gâchais ma jeunesse pendant elle profitait vraiment de la vie. Peut-être qu'à sa manière, elle avait raison. Mon adolescence n'a pas été glamour. Je n'ai pas voyagé, je n'ai pas acheté de vêtements de marque, ni financé de nouvelles voitures que je ne pouvais pas me permettre. Je travaillais, j'étudiais, j'économisais. Après le diplôme, j'ai obtenu une bourse en génie mécanique, j'ai travaillé la nuit, et j'ai obtenu mon diplôme avec presque aucune dette. J'ai décroché un bon emploi dans la conception d'équipements de fabrication et j'ai lentement construit ma carrière. Je n'étais pas riche, mais j'étais financièrement stable avant 30 ans et, surtout, sans dette. Chaque augmentation, chaque prime, allait directement dans mes économies pour un apport personnel. Il y a 4 ans, j'ai acheté ma première maison. Elle n'était pas immense. 3 chambres, un bureau, un jardin décent, un garage qui avait besoin de travaux. Elle était ancienne, mais elle avait de bonnes bases. J'ai passé presque tous mes week-ends à la rénover moi-même. Nouveau parquet, une cuisine refaite à neuf, de la peinture fraîche, un jardin réaménagé,
et même une terrasse reconstruite avec l'aide d'un collègue. Quand j'ai eu fini, elle était complètement transformée. J'étais incroyablement fier, car j'avais gagné chaque centimètre carré de cette maison. Pendant ce temps, la vie de Vanessa a pris la direction opposée. Elle a épousé Kyle, qui avait une entreprise de toiture respectable. Ensemble, ils auraient dû être à l'aise. Mais être à l'aise n'était pas suffisant pour Vanessa. Ils louaient des VUS de luxe, achetaient des meubles coûteux, prenaient des vacances somptueuses chaque été, postant constamment sur leur « meilleure vie ». Chaque Noël, de nouveaux sacs de créateurs. Chaque fête d'anniversaire de ses 3 enfants semblait coûter plus cher que ma première voiture. Chaque fois que des proches complimentaient ma maison, elle haussait les épaules, la qualifiant de « mignonne » pour quelqu'un qui vivait seul. La seule fois où elle est venue après mes rénovations, elle a traversé chaque pièce sans un seul mot positif. Avant de partir, elle a juste regardé autour d'elle et a dit « ça semble être du gâchis pour une seule personne d'avoir tout cet espace ». À l'époque, j'ai pensé que ce n'était qu'un autre commentaire sarcastique. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était déjà en train de l'évaluer, de la voir comme quelque chose qu'elle méritait plus que moi. Nous nous parlions rarement après ça, généralement seulement pendant les fêtes, et même là, elle m'ignorait, sauf si elle avait besoin de quelque chose à soulever, à réparer ou à assembler. C'est drôle, je n'étais pas de la famille jusqu'à ce qu'il faille déplacer des meubles. Puis, l'hiver dernier, tout a changé. L'entreprise de Kyle a coulé après que plusieurs gros contrats commerciaux sont tombés à l'eau. Au lieu de réduire leurs dépenses, ils ont continué sur leur lancée, refinançant les voitures, maximisant les cartes de crédit, convaincus qu'un autre gros contrat les sauverait. Ça n'a pas été le cas. L'entreprise s'est complètement effondrée. Les créanciers ont saisi leur équipement, leurs véhicules ont été repris, et ils ont accumulé près de 5 mois de loyer de retard. Un matin, Kyle a fait une valise, a dit à Vanessa qu'il ne supportait plus la pression, et il est simplement parti. Vanessa s'est retrouvée soudainement sans emploi, avec 3 enfants et nulle part où aller. Après l'expulsion, elle est naturellement retournée vivre chez Richard et ma mère, mais leur maison n'avait que 4 chambres. Une pour mes parents, une pour ma demi-sœur Emma qui était à l'université communautaire, et une pour le bureau de Richard. Vanessa et ses 3 enfants se sont donc entassés dans la dernière chambre. Selon ma mère, tout le monde était misérable en moins de 2 semaines. Les enfants se disputaient constamment car il n'y avait pas assez d'espace. Vanessa se plaignait de tout, de la nourriture, de la vitesse d'Internet. Elle s'attendait à ce que ma mère garde les enfants pendant qu'elle cherchait du travail. Des mois ont passé sans aucun entretien. Pourtant, Richard couvrait discrètement ses paiements d'assurance, car elle ne pouvait pas risquer de perdre le VUS pendant sa recherche d'emploi. Chaque appel avec ma mère devenait une litanie de plaintes sur son épuisement. Je compatissais, mais honnêtement, je suis resté en dehors de ça. Ce n'était pas mon problème. Puis, un samedi après-midi, ma mère a appelé. Elle et Richard devaient discuter de quelque chose d'important. J'ai sérieusement cru que quelqu'un était malade. Au lieu de ça, ils se sont assis à ma table de salle à manger, l'air incroyablement nerveux. Ma mère ne pouvait même pas croiser mon regard. Richard s'est raclé la gorge et a dit « Nous avons réfléchi à la situation de Vanessa ». J'ai hoché la tête, restant silencieux, mais un nœud dans mon estomac me disait déjà tout. Il a continué « Ta maison a beaucoup de place ». À la seconde où ces mots ont quitté sa bouche, j'ai su. Je savais exactement où cette conversation allait mener, et j'avais le sentiment terrifiant que cela allait changer ma relation avec ma famille pour toujours. Richard s'est penché en avant, les mains jointes comme s'il négociait un contrat, pas comme s'il me demandait une faveur astronomique. Ta mère et moi pensions que peut-être, Vanessa et les enfants pourraient rester ici un petit moment, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, qui ne pouvait toujours pas me regarder. Combien de temps, un petit moment, ai-je demandé. Richard a juste haussé les épaules. Quelques mois, peut-être. Cette seule réponse m'a montré qu'il n'avait absolument pas réfléchi à la question. Quelques mois pouvaient facilement devenir un an. J'ai demandé si Vanessa avait trouvé un travail. Ma mère a répondu doucement que non. Est-ce qu'elle passe activement des entretiens quelque part? Un autre silence inconfortable. Richard a finalement marmonné qu'elle se concentrait d'abord sur l'installation des enfants. C'était suspect, étant donné qu'elle vivait avec eux depuis près de 3 mois. Puis ma mère a enfin parlé.
Elle avait en fait une autre idée. J'ai su instantanément que je n'allais pas l'aimer. Peut-être que ce serait plus simple si tu venais vivre avec nous pendant un certain temps. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. J'ai honnêtement cru que j'avais mal compris. Vivre avec vous? Ma mère a hoché la tête prudemment. Juste temporairement. Comme ça, les enfants n'auraient pas à déménager sans cesse, et ta maison a déjà assez de chambres. J'ai éclaté de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde que mon cerveau ne savait pas comment réagir autrement. Alors, si je comprends bien, ai-je dit, Vanessa ne veut pas rester avec moi. Elle veut que je déménage de ma propre maison pour qu'elle puisse s'y installer. Richard a immédiatement essayé d'adoucir les choses. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi en quoi c'est différent, l'ai-je mis au défi. Il a ouvert la bouche, a fait une pause, puis l'a refermée. Ma mère a essayé. Chérie, tu es seule. Elle élève 3 enfants. Un autre silence. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la salle à manger que j'avais passé des mois à rénover. Chaque placard, chaque luminaire, chaque lame de parquet, c'est moi qui les avais installés. Je me souvenais d'avoir passé des week-ends entiers couverts de poussière de plâtre parce que je ne pouvais pas me permettre de payer des artisans. Et maintenant, il me demandait de faire une valise et de partir, parce que ma demi-sœur avait décidé qu'elle le méritait plus que moi. Est-ce que Vanessa a vraiment demandé ça? Je connaissais déjà la réponse. Richard a soupiré. C'était sa suggestion. Bien sûr que ça l'était. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Elle est sous beaucoup de stress. J'ai doucement retiré ma main. Maman, elle a passé 20 ans à me dire que je n'étais pas de la famille. C'était il y a longtemps, a-t-elle protesté. Vraiment? Parce qu'à Noël dernier, son plus jeune fils a demandé qui j'étais, et elle m'a présenté comme le fils de la femme de Papy Richard. C'était il y a 7 mois. Aucun d'eux n'a rien dit. Est-ce qu'elle s'est excusée pour quoi que ce soit? Non. A-t-elle admis qu'elle m'avait maltraité? Plus de silence. Est-ce qu'elle m'a au moins appelé? Ma mère a répondu doucement, non. J'ai hoché la tête. Donc, elle ne pense pas me devoir des excuses, mais elle pense que je lui dois ma maison. Le visage de Richard est devenu visiblement irrité. Personne ne te demande de donner ta maison. Si je déménage et qu'elle s'installe sans payer de loyer, sans bail, et sans date de fin, qu'est-ce que je fais exactement? Il a continué à insister sur le fait que c'était temporaire. Mais aucun d'eux ne pouvait définir « temporaire ». Je savais comment ça se passerait. 3 mois deviennent 6, 6 deviennent 1 an, et 1 an devient impossible à défaire parce que personne ne voudrait forcer des enfants à déménager à nouveau. J'avais vu assez d'histoires. Je connaissais la chanson. Je leur ai dit calmement, non. Pas peut-être. Pas après y avoir réfléchi. Juste non. Ma mère s'est immédiatement mise à pleurer. Richard avait l'air déçu, presque offensé. Je pensais que nous t'avions élevé pour aider la famille, a-t-il dit. Cette phrase m'a mis plus en colère que tout ce qu'il avait dit de l'après-midi. La famille, ai-je demandé. Mot intéressant. Où étaient tous ces discours sur la famille quand Vanessa a passé 20 ans à dire à tout le monde que je n'étais pas son frère? Il a détourné le regard. C'était une enfant. Elle a 31 ans maintenant. Les gens changent. L'as-tu vu changer, ai-je rétorqué. Parce que de mon point de vue, la seule chose qui a changé, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Ma mère a demandé doucement si j'envisagerais au moins de laisser Vanessa et les enfants rester pendant que je restais dans la maison. J'ai immédiatement secoué la tête. Absolument pas. Pourquoi, a-t-elle demandé. Parce qu'elle ne partirait jamais. Richard a froncé les sourcils. C'est une supposition assez injuste. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle croit déjà qu'elle mérite ma maison. Tu ne penses pas qu'elle déciderait soudainement que les enfants ont besoin de stabilité après 6 mois ou 1 an? Et que se passera-t-il alors? Vous me demanderez d'attendre encore un peu, parce que les faire déménager serait injuste. Aucun d'eux n'a répondu, car ils savaient tous deux exactement comment se dérouleraient toutes les conversations futures. La personne raisonnable devait toujours faire des compromis. C'était la règle de toute mon enfance. Richard s'est finalement levé. Je suis déçu de toi.
Je suis déçu que vous ayez même demandé, ai-je rétorqué. Ils sont partis peu de temps après. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir, mais c'était différent, comme si elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Richard est simplement allé à son camion sans un mot de plus. Honnêtement, je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais dit non. Il m'avait entendu. La vie continuerait. Au lieu de cela, tout a explosé 3 jours plus tard. J'étais en réunion au travail quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Je l'ai ignoré jusqu'au déjeuner. Quand j'ai vérifié, j'avais 18 appels manqués et plus de 40 messages textes. La plupart provenaient de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Le premier SMS disait « Comment as-tu pu faire ça ?» Un autre « Ces pauvres enfants méritent mieux. » Un cousin m'a traité d'égoïste. Une tante a dit qu'elle attendait plus de compassion. J'étais complètement déconcerté. Confus, j'ai ouvert les réseaux sociaux pour la première fois depuis des semaines. Tout en haut de mon fil d'actualité, il y avait une publication publique de Vanessa. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Elle a écrit sur le fait d'avoir été abandonnée par son mari, de lutter pour élever 3 enfants, et d'avoir un parent riche avec une grande maison vide, qui refusait de l'aider parce qu'il se souciait plus de la propriété que de la famille. Elle affirmait que ses enfants dormaient par terre parce que quelqu'un qui prétend aimer la famille, nous avait claqué la porte au nez. Cette partie m'a particulièrement exaspéré, car personne ne s'était jamais présenté à ma porte. Elle a terminé en disant qu'elle espérait que ses enfants ne deviendraient jamais aussi insensibles que certaines personnes. Des milliers de personnes ont réagi. Des centaines de commentaires m'ont traité de sans-cœur sans même connaître mon nom. Le pire, c'étaient les proches qui étaient d'accord avec elle. Les gens qui l'avaient vu me rejeter toute mon enfance agissaient soudainement comme si j'étais obligé de la sauver parce qu'elle avait des enfants. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de ça, j'ai pris des captures d'écran de tout. Quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Vanessa. Contre toute attente, j'ai répondu. Elle n'a même pas dit bonjour. « Tu as fait honte à maman » a-t-elle hurlé. J'ai failli rire. J'ai fait honte à maman? Elle a pleuré parce que tu as refusé de nous aider. Non, ai-je répondu. Elle a pleuré parce qu'elle a réalisé à quel point cette demande était ridicule. Le ton de Vanessa est instantanément devenu glacial. Tu vas vraiment faire souffrir mes enfants pour une rancune d'enfance? Ça n'a rien à voir avec l'enfance. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que tu me demandes de quitter ma propre maison. Elle a soupiré de façon théâtrale, comme si j'étais le déraisonnable. Tu n'as même pas besoin de tout cet espace. Ce n'est pas à toi de décider. Tu es égoïste. Peut-être, ai-je répondu calmement. Mais les gens égoïstes ne passent généralement pas 20 ans à dire à quelqu'un qu'il n'est pas de la famille avant de lui demander sa maison. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit quelque chose qui, honnêtement, m'a fait sourire. Papa est d'accord avec moi. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle croyait sincèrement qu'elle allait gagner, car elle avait passé toute sa vie à obtenir ce qu'elle voulait chaque fois que Richard voulait éviter un conflit. Malheureusement pour elle, je n'avais plus 8 ans, et ce n'était pas sa maison pour qu'il la propose. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Il n'y avait plus rien à dire. Si Vanessa croyait honnêtement que l'accord de Richard allait me faire changer d'avis, elle n'avait pas prêté attention aux 15 dernières années de ma vie. Richard pouvait être déçu autant qu'il le voulait, mais sa déception n'inscrivait pas son nom sur mon prêt immobilier. Je me suis dit qu'elle se plaindrait quelques jours, puis accepterait la réalité. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le samedi suivant, je tondais ma pelouse quand j'ai vu un VUS entrer lentement dans mon allée, puis un autre, puis une camionnette avec une petite remorque. Mon estomac s'est noué. J'ai reconnu le véhicule de Vanessa. Avant même que je puisse éteindre la tondeuse, les 3 véhicules se sont arrêtés, et des gens ont commencé à en sortir en transportant des boîtes en carton. Au début, j'ai vraiment pensé qu'ils déposaient des dons ailleurs dans la rue. Puis, Vanessa m'a fait un signe de la main comme si nous étions de vieux amis et a crié « Timing parfait ». J'ai éteint la tondeuse et me suis dirigé vers l'allée, complètement confus. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je demandé. « On emménage » a-t-elle répondu aussi nonchalamment que si nous en avions déjà discuté. Honnêtement, je l'ai dévisagé pendant plusieurs secondes,
pensant qu'elle devait plaisanter. Ce n'était pas le cas. 2 de nos cousins avaient déjà commencé à décharger des bacs de rangement en plastique. L'une de mes tantes portait des sacs de course vers mon Porsche. Même Richard est sorti de sa camionnette, l'air profondément mal à l'aise, évitant mon regard. Ma mère n'était pas là. C'est la première chose que j'ai remarquée. J'ai demandé à Vanessa si elle avait complètement perdu la tête. Elle a levé les yeux au ciel. Tout le monde en a parlé, et nous sommes d'accord. C'est la meilleure solution. Qui, tout le monde, ai-je demandé? Les gens qui se soucient vraiment de la famille. Un cousin a souri maladroitement et a dit qu'il pensait que j'aurais changé d'avis après en avoir discuté avec Richard. Je l'ai regardé. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Son sourire a disparu immédiatement. Non. Est-ce que quelqu'un m'a réellement demandé? Personne n'a répondu. Vanessa s'est approchée, baissant la voix comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Écoute, tout le monde sait que tu es têtu. On s'est dit qu'une fois que les enfants seraient là, tu arrêterais de te comporter comme ça. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle n'était pas venue me redemander. Elle avait décidé d'ignorer complètement ma réponse et de compter sur la pression sociale pour me forcer à accepter. Elle pensait sincèrement que si assez de parents se présentaient avec des boîtes, je serais trop embarrassé pour les renvoyer. Malheureusement pour elle, elle s'était lourdement trompée sur mon compte. Je suis passé devant tout le monde, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis entré, et je l'ai refermée à clé derrière moi. À travers la fenêtre, j'ai vu des visages confus. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa. J'ai répondu. Ouvre la porte, a-t-elle exigé. Non. Arrête de faire une scène. C'est toi qui essaies d'emménager chez quelqu'un d'autre. Elle a soupiré bruyamment. Les enfants sont dehors, en pleine chaleur. Alors peut-être que tu devrais les emmener dans un endroit qui t'appartient vraiment. Elle a commencé à élever la voix. Tu vas sérieusement faire ça? Oui, ai-je dit. Je le fais. Elle a raccroché. Environ 5 minutes plus tard, des coups forts, puis d'autres coups, puis la voix de Richard, demandant si nous pouvions tous parler calmement. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir sur le porche, m'assurant que personne ne pourrait passer en force. Richard avait l'air épuisé. Fils, a-t-il commencé. Ne fais pas ça, les jeux interrompus. Ne m'appelle pas fils alors que tu te tiens devant ma maison, en train d'aider quelqu'un à emménager après que j'ai déjà dit non. Son visage s'est décomposé. Il a admis que tout cela était l'idée de Vanessa, mais a insisté sur le fait qu'il n'était venu que parce qu'il espérait que je reconsidérerais ma position une fois que tout le monde serait présent. Je lui ai posé une question. Si je me présentais chez toi avec une remorque pleine de mes meubles après que tu m'aies dit non, que ferais-tu? Il n'a pas répondu. Vanessa a répondu pour lui. C'est complètement différent. En quoi, l'ai-je défié? Parce que tu n'as pas d'enfant. Et voilà encore. Chaque argument revenait d'une manière ou d'une autre au fait qu'elle avait des enfants, comme si donner naissance donnait automatiquement droit à la propriété des autres. J'ai regardé tout le monde debout dans mon allée. Est-ce que l'un d'entre vous a demandé si Vanessa avait proposé de payer un loyer? Silence. Est-ce que l'un d'entre vous a demandé si elle contribuerait aux charges? Plus de silence. Est-ce que quelqu'un a demandé combien de temps elle prévoyait de rester? Ma tante a admis doucement qu'il supposait que ce ne serait que pour quelques mois. Je me suis tourné vers Vanessa. Combien de temps? Elle a croisé les bras. Jusqu'à ce que je sois financièrement stable. Et ça prendra combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans si nécessaire? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde avait enfin compris exactement ce que j'avais compris depuis le début. Il n'y avait pas de plan, pas de date limite, seulement l'attente qu'une fois à l'intérieur, la faire partir deviendrait mon problème. J'ai regardé mes cousins droit dans les yeux. Vous avez tous aidé à porter des boîtes parce que vous pensiez que j'étais d'accord. Je ne l'étais pas. Je n'ai jamais été d'accord. J'ai dit non à mes parents 3 fois. Vanessa le savait. Les 2 cousins ont immédiatement reposé leur boîte sur la remorque. L'un s'est excusé à voix basse de s'être mêlé de ça. Ma tante avait l'air horrifiée. Vanessa, est-ce que c'est vrai?
Vanessa est instantanément devenue sur la défensive. Il déforme tout. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert la conversation SMS que j'avais eue avec ma mère quelques jours plus tôt, et je l'ai tendue à ma tante. Les messages montraient clairement ma mère me demandant de reconsidérer ma décision, et moi refusant à plusieurs reprises. Pas de malentendu, pas de signaux contradictoires, juste un non très clair. Ma tante a lu les messages, a regardé Vanessa, puis m'a lentement rendu mon téléphone sans un mot. Un par un, les proches ont commencé à tout remettre dans les véhicules. Personne n'argumentait plus. Personne ne me disait de reconsidérer ma décision. Ils avaient tous réalisé qu'ils avaient été manipulés pour participer à quelque chose qu'ils n'auraient jamais accepté s'ils avaient su la vérité. Vanessa a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier que tout le monde l'abandonnait. Elle a accusé mes cousins d'être des lâches, m'a accusé de l'humilier exprès. Elle a même reproché à Richard de ne pas se comporter comme un père. C'est alors que quelque chose que je n'aurais jamais attendu s'est produit. Richard a élevé la voix plus fort que je ne l'avais jamais entendu de toute ma vie. Ça suffit. L'allée entière est devenue silencieuse. Il a regardé Vanessa droit dans les yeux. Il nous a dit non. J'aurais dû respecter ça. C'est terminé. Elle le fixa, incrédule. Tu prends son parti? Richard a fermé les yeux une seconde, puis a répondu doucement. Je prends le parti de ce qui est juste. Pour la première fois depuis mes 8 ans, il ne demandait pas à la personne raisonnable de céder juste pour maintenir la paix. Malheureusement, il lui avait fallu 3 décennies et une allée pleine de parents embarrassés pour enfin en arriver là. Vanessa a regardé autour d'elle, attendant que quelqu'un la défende, mais personne ne l'a fait. Mes cousins ont tranquillement chargé les dernières boîtes. Ma tante évitait de la regarder. Même les enfants avaient cessé de parler, sentant la gravité du moment. Richard se tenait là, les épaules affaissées, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air vaincu. Vanessa n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non », surtout de sa part. Alors, au lieu de l'accepter, elle a redoublé d'efforts. Elle m'a pointé du doigt et a hurlé que j'avais manipulé tout le monde contre elle, que j'attendais depuis des années ma vengeance parce qu'elle ne m'avait jamais accepté comme frère. J'ai failli rire de l'ironie. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Tu ne m'as jamais accepté comme ton frère, et c'est exactement pour ça que tout ça n'a aucun sens. Elle a froncé les sourcils. J'ai continué avant qu'elle ne puisse m'interrompre. Pendant plus de 20 ans, tu as dit à tout le monde que je n'étais pas de la famille. Tu as corrigé les professeurs, les proches, même tes propres enfants quand ils m'appelaient accidentellement oncle Nathan. Tu t'es assuré que personne ne pense que nous étions frères et sœurs. Puis, à la seconde où tu as eu besoin d'une maison gratuite, soudainement, je suis de la famille. Alors, qu'en est-il, Vanessa? Suis-je ton frère ou non? Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu répondre. C'est bien ce que je pensais. Ma mère est finalement arrivée quelques minutes plus tard. Elle faisait les courses. À en juger par son expression, elle savait déjà que quelque chose avait terriblement mal tourné. Elle s'est dirigée droit vers moi et m'a demandé doucement si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, mais que cela ne pourrait plus jamais se reproduire. Elle a hoché la tête immédiatement. Puis, à ma grande surprise, elle s'est tournée vers toutes les personnes rassemblées dans l'allée et a admis la vérité. Elle a dit qu'elle m'avait demandé de reconsidérer ma décision plusieurs fois, mais que j'avais refusé à chaque fois. Elle a admis que je n'avais jamais laissé croire à qui que ce soit que Vanessa pouvait emménager. Plus important encore, elle a admis que donner de l'espoir à Vanessa avait été son erreur, pas la mienne. Entendre ma mère dire cela à voix haute a complètement changé l'atmosphère. Les quelques derniers proches, qui avaient encore l'air incertains, ont immédiatement compris. Vanessa n'avait pas simplement mal compris ma réponse. Elle l'avait ignorée, croyant qu'une pression publique suffisante me forcerait à changer d'avis. Mon cousin le plus âgé a secoué la tête. Vanessa, tu nous avais dit qu'il était d'accord. Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles de frustration qu'elle avait produites plus tôt. Pendant un bref instant, j'ai vraiment eu pitié d'elle. Perdre son mari, sa maison, sa sécurité financière, cela briserait la plupart des gens. Puis elle m'a pointé du doigt et a hurlé que tout était de ma faute, parce que si j'avais agi comme un membre de la famille, rien de tout cela ne serait arrivé.
Toute la sympathie que j'avais commencé à ressentir a disparu instantanément. J'ai calmement posé une question à tout le monde. Si l'un de vous croit qu'elle mérite un logement gratuit, pourquoi personne ne lui a proposé sa propre maison? Personne n'a parlé. Ils adoraient tous proposer la mienne, mais aucun ne semblait intéressé à proposer la leur. Ma tante a admis doucement qu'il vivait dans un appartement de 2 chambres. Un cousin a dit que son immeuble n'autorisait pas d'occupants supplémentaires. Un autre parent a expliqué qu'ils avaient déjà 4 enfants eux-mêmes. Chaque réponse était parfaitement raisonnable. Aucun d'eux ne voulait sacrifier sa propre maison. D'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais l'égoïste pour ressentir exactement la même chose. En moins de 10 minutes, chaque boîte était de retour dans la remorque. Chaque véhicule a quitté mon allée. Les seules personnes qui restaient étaient ma mère, Richard et moi. Richard est resté silencieux pendant près d'1 minute avant de finalement parler. Je te dois des excuses. C'étaient 4 mots que j'avais attendus plus de 20 ans pour entendre. Il a admis qu'il avait passé la majeure partie de la vie de Vanessa à céder, car se disputer avec elle était épuisant. Chaque fois qu'elle causait des problèmes, il s'était convaincu que maintenir la paix était la solution la plus simple. Mais il a réalisé que tout ce qu'il avait fait, c'était de lui apprendre que si elle insistait assez fort, tout le monde finirait par céder. Il a dit que l'avoir essayé de s'approprier ma maison l'avait finalement forcé à voir à quel point il avait échoué envers nous deux. J'ai apprécié les excuses, mais je lui ai aussi dit la vérité. Une seule excuse ne pouvait pas effacer des décennies où l'on attendait de moi que je fasse des compromis, alors que Vanessa n'avait jamais eu à le faire. Si nous voulions avoir une relation à l'avenir, les choses devaient changer. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de partir, disant doucement qu'elle était fière que j'ai tenu bon, même si elle avait eu trop peur de me soutenir au début. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement calmées. Vanessa a finalement accepté un emploi de bureau à temps plein grâce à l'un des anciens collègues de Richard. Entre son revenu et la pension alimentaire qu'elle a finalement obtenue par voie de justice, elle a pu louer un petit pavillon pour elle et les enfants. Ce n'était pas la grande maison de banlieue qu'elle voulait, mais c'était la sienne. Nous ne nous sommes pas parlé depuis le jour où elle a essayé d'emménager chez moi. Elle ne s'est jamais excusée, et honnêtement, j'ai arrêté d'en attendre une il y a longtemps. Richard et moi avons lentement reconstruit notre relation. Ce n'est pas parfait, mais pour la première fois dont je me souvienne, c'est honnête. Il ne me demande plus de maintenir la paix simplement parce que c'est plus facile. Ma mère vient toujours me voir toutes les quelques semaines, mais maintenant, elle appelle avant de venir, et elle n'a plus de double de mes clés. Ce n'était pas une punition. C'était simplement une limite dont j'avais besoin après tout ce qui s'était passé. Quant à moi, ma vie est étonnamment redevenue paisible. La maison est toujours exactement là où elle était, sauf que maintenant, elle a des caméras de sécurité et de nouvelles serrures. Parfois, des proches me demandent encore si je regrette d'avoir refusé d'aider à cause des enfants. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai jamais refusé d'aider à cause des enfants. J'ai refusé parce qu'aider quelqu'un ne devrait jamais exiger de sacrifier sa maison, ses limites et son respect de soi à une personne qui a passé sa vie à insister sur le fait que vous n'étiez pas de la famille, jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose que vous possédiez. Avec le recul, je ne pense pas que la maison ait jamais été le vrai problème. La maison n'était que le test final. La vraie question était de savoir si j'étais enfin prêt à cesser de sacrifier ma propre paix pour rendre la vie de tout le monde plus facile. Pour la première fois de ma vie, ma réponse a été non. Et il s'est avéré que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Alors, je vous ai raconté mon histoire, et croyez-moi, ce fut une sacrée aventure. Mais je dois vous demander, si vous étiez à ma place, face à ce genre de situation incroyable, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis vraiment curieux de connaître vos avis.